Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. La ville de Wuzhen se prépare à accueillir la deuxième conférence mondiale de l'Internet. Le président Xi Jinping prononcera un discours à cette occasion. À la conférence sur le climat à Paris, les 4 économies émergentes du groupe BASIC appellent à l'adoption d'un accord fort. Les tensions entre la Russie et la Turquie continuent après les images d'un soldat russe brandissant un lance-roquette dans les eaux turques. En Afghanistan, au moins 9 personnes ont été tuées dans des combats violents intervenus sur l'aéroport de Kandahar. Et enfin, les autorités chinoises émettent une alerte orange alors qu'une pollution dense continue de frapper le nord de la Chine. Et à la une de ce journal, la ville de Wuzhen, située dans l'est de la Chine, accueillera la deuxième conférence mondiale de l'Internet du 16 au 18 décembre prochain. Le président chinois Xi Jinping participera à l'événement et prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Les autorités provinciales et les dirigeants du bureau d'État en charge de l'information sur Internet ont publié les détails sur la conférence lors d'un point presse. Ils ont indiqué que les travaux de préparation sont désormais achevés. Le thème de l'édition de cette année est la construction d'une communauté cyberespace au destin commun. Plus de 2000 invités venant de plus de 120 pays et régions du monde participeront à l'événement. Par ailleurs, une dizaine de dirigeants de plus de 20 grandes organisations internationales seront également présents. Une application spéciale ainsi qu'un système informatique en nuage ont été créés pour couvrir l'ensemble des thèmes de cette deuxième édition, dont le contenu a été significativement enrichi. À côté des cérémonies d'ouverture et de clôture, il y aura 10 forums couvrant 22 sujets les plus importants du moment, tels que la diffusion de la culture Internet, le développement de l'innovation, la coopération de l'économie digitale, les standards technologiques et la cybergouvernance. Enfin, une exposition nommée À la lumière d'Internet dressera le portrait complet des dernières technologies de pointe, ainsi que les dernières nouveautés du développement de la toile en Chine et dans le monde. Ce mercredi est célébrée la Journée internationale de lutte contre la corruption. Le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption. Plus tard, l'Assemblée a désigné le 9 décembre comme Journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser à ce fléau. En tant qu'État signataire de la Convention, la Chine a pris des mesures concrètes pour lutter contre la corruption au cours de la dernière décennie. Dès la fin de novembre 2015, l'opération Skynet chinoise a permis d'appréhender 800 fonctionnaires corrompus qui ont fui à l'étranger, récupérer 1,2 milliard de yuans, soit 180 millions de dollars. L'opération a permis de freiner l'ardeur des fonctionnaires corrompus. Un nombre croissant de pays ont activement coopéré avec la Chine et déclaré qu'ils ne protégeraient pas ces criminels. Durant les rencontres internationales, nous utilisons les mots tigre et mouche pour qualifier la chasse aux corrompus. Tout le monde peut comprendre. Nous n'avons même pas besoin d'expliquer ces mots. Ils disent que les mesures de lutte contre la corruption en Chine ont créé un parcours avec des caractéristiques chinoises. Notre expérience s'avère précieuse pour la communauté internationale. 3 jours avant la date butoir des négociations, le groupe BASIC des économies émergentes, à savoir le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine, a encouragé toutes les parties à faire preuve de flexibilité en vue d'obtenir un résultat satisfaisant à Paris. Les ministres des 4 plus grands pays en voie de développement ont également appelé les nations industrialisées à fournir des engagements financiers plus ambitieux pour le climat. Reportage. L'horloge tourne, mais l'optimisme est toujours présent. J'estime qu'avec le dur labeur de chacun, nous serons capables d'atteindre un accord global, équilibré, fort, contraignant juridiquement et qui ne laisse aucun pays à l'écart. L'un des points qui accroche est le financement des pays pauvres et en voie de développement pour faire face au changement climatique. Les délégués présents pour parler à Paris déclarent que les pays développés ont mobilisé de 80 à 90 milliards de dollars par an pour aider les plus pauvres à survivre dans un monde en réchauffement. Mais les pays émergents contestent ces chiffres.
Tant qu'il s'agit du financement, l'action du monde en développement dépend en grande majorité du financement et de l'appui technologique du monde développé. Parce qu'ils ont et que le monde en développement n'a pas. Donc ceux qui ont doivent approvisionner ceux qui n'ont pas. C'est une simple logique. Mais en fait, le monde s'attendait à mobiliser 100 milliards de dollars jusqu'en 2020, mais il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Et par conséquent, cela pose la question du financement. Et le ministre sud-africain de l'Environnement a déclaré que le groupe BASIC jouerait un rôle constructif dans les négociations. Il y a eu du bon travail de fait jusqu'à présent en coordonnant nos positions dans ce groupe. Et nous croyons que le rôle joué a été constructif et très flexible dans le même temps à l'égard des positions adoptées. Ces mots sont repris par la ministre brésilienne de l'Environnement, Isabella Teixeira. Elle a déclaré qu'à quelques heures d'un accord ambitieux et positif à Paris, ils savent qu'ils doivent tous beaucoup travailler, mais garantissent que concernant les pays basiques, cet accord de Paris sera une réalité couronnée de succès. Autre sujet d'actualité, les tensions entre la Russie et la Turquie qui continuent de s'accentuer après les images d'un soldat russe brandissant un lance-roquettes alors qu'il se trouvait sur un navire de guerre naviguant sur les eaux turques. La Turquie a convoqué l'ambassadeur russe et exprimé son indignation. Le ministre turc des Affaires étrangères a qualifié ce geste de provocation. La Russie a dénoncé ces accusations qu'elle juge inexplicables. Un porte-parole du ministère russe a déclaré que le navire avait traversé le détroit du Bosphore sans violer les conventions internationales. Par ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement turc avait détenu et déporté des journalistes russes dans la province de Hatay, près de la frontière syrienne. Le ministère qualifie ces mesures d'inacceptables et a ajouté que la Turquie avait peur que les journalistes ne révèlent les activités illégales du gouvernement turc aux frontières. Au moins 9 personnes ont été tuées dans des combats violents intervenus sur l'aéroport de la ville afghane de Kandahar. Les talibans ont revendiqué l'attaque peu de temps après. Des représentants afghans déclarent que les forces de sécurité afghanes ont combattu les insurgés qui s'étaient attaqués à l'aéroport mercredi. Il y a eu des victimes aussi bien civiles que militaires et certains passagers se sont retrouvés bloqués à l'intérieur de l'aéroport. Un gouverneur de province a annoncé que les combattants talibans visaient des zones résidentielles abritant des employés gouvernementaux et que la base militaire afghane de l'OTAN avait aussi été visée. L'insurrection talibane couve depuis avril de cette année, période à laquelle les talibans ont lancé leur offensive dans différents endroits. Jusqu'à présent, des centaines de personnes ont été tuées, dont des insurgés, du personnel de sécurité et des civils. En Afrique du Sud, l'athlète paralympique Oscar Pistorius a de nouveau comparu devant la cour. Il a été libéré sous caution et est en attente d'être jugé pour meurtre. L'athlète, connu sous le nom de Blade Runner, pourrait passer 15 ans derrière les barreaux. Toutefois, les avocats de Pistorius déclarent déjà qu'il remettra sa condamnation en cause devant la plus haute cour du pays. Oscar Pistorius n'est pas entouré cette fois-ci. Il est seul à la cour de Pretoria et attend les règles de sa remise en liberté sous caution. Les procureurs se sont mis d'accord pour lui accorder une liberté sous caution en resserrant les conditions de liberté. L'accusé a offert de rester dans la maison de l'arrêté, mais conformément à de strictes conditions. Nous avons affaire à un meurtrier condamné qui demande une liberté sous caution, alors les conditions doivent être strictes. Pistorius a été libéré sous caution avec près de $700 et des conditions strictes. Depuis que l'accusé assiste aux audiences, il a prouvé qu'il n'était pas un risque de fuite. Pistorius doit donner son passeport. Il sera sous couvre-feu la majorité de la journée, ne pourra pas voyager à plus de 20 km de sa maison et aura une puce électronique. L'autorité chargée des poursuites déclare que cela est justifié. Nous maintenons encore une fois que cette affaire n'est pas personnelle. Nous nous assurerons qu'en tant que dépositaire du droit pénal et de la justice criminelle, que toute décision de la Cour qui n'est pas en accord avec l'intérêt de la justice, en tant qu'État de droit, sera remise en cause.
Pistorius a été condamné pour homicide volontaire la semaine dernière. Il a tiré sur sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. Le premier procès avait condamné Pistorius à une charge plus faible. Il a été libéré au mois d'octobre après seulement 10 mois de prison. Mais la semaine dernière, la Cour suprême d'appel a jugé que le premier chef d'accusation n'était pas suffisant. L'espoir final d'Oscar Pistorius est le tribunal constitutionnel. Il cherche à éviter de se tourner vers cette cour pour changer sa condamnation. Les experts juridiques doutent qu'il réussisse. C'est une voie très difficile à suivre. Souvenez-vous que plus vous vous approchez des hauts tribunaux et hautes cours d'appel de ce pays, plus cela devient difficile. Souvenez-vous que la cour d'appel a un verdict unanime. 5 juges qui précèdent le verdict du juge Masipa. Cela montre qu'ils connaissent bien la loi. Pistorius comparera devant la Cour pour connaître le verdict de sa condamnation au mois d'avril prochain. Passons maintenant aux nouvelles chinoises. Une pollution dense continue de frapper le nord de la Chine. 6 municipalités et provinces sont en alerte orange, la seconde alerte la plus élevée du système de pollution des 4 couleurs. Beijing, Tianjin et des parties de la province du Hebei souffrent particulièrement de la pollution. Reportage. La visibilité dans le nord de Beijing et dans le sud de la province du Hebei est de moins de 200 mètres. Mardi, l'autorité municipale de Beijing a émis une alerte rouge pour la première fois, mettant en place une série de mesures d'urgence. Les écoles ont fermé mardi et la moitié des voitures de la capitale ont été interdites de circulation. L'alerte est à présent revue à la baisse en passant par l'alerte orange. Les mesures sont en place pendant 3 jours. Le taux de PM2,5, des particules microscopiques qui pénètrent dans les poumons, sont au-dessus de 300 microgrammes par mètre cube mardi. Un grand front arrivera jeudi qui limitera l'impact de la forte pollution. De la nuit du vendredi à samedi, la condition de la diffusion atmosphérique sera pire. Le public doit se tenir prêt. Les fondamentaux économiques de la Chine sont peut-être encore faibles. Cela se reflète dans la baisse des prix à la sortie de l'usine et dans les chiffres moroses des exportations d'hier. Le seul élément positif est peut-être la demande intérieure, laquelle a poussé à la hausse les prix à la consommation en novembre par rapport à l'année passée. L'indice des prix à la consommation en Chine a légèrement augmenté en novembre. Cela s'est vu dans l'IPC qui a augmenté de 1,5% sur l'année, ce qui est un peu plus élevé que les prévisions du marché. Néanmoins, les prix des producteurs ont été entraînés dans une déflation persistante. L'indice des prix des producteurs en Chine a chuté une nouvelle fois de presque 6%. C'est le 45e mois consécutif de baisse pour cet indice. Selon les analystes, cela signifie que les 6 séries d'assouplissement de Beijing n'ont pas été suffisantes pour faire revenir la dynamique de la croissance. La stagnation pendant plus de 3 ans de la manufacture chinoise est une autre raison de la baisse des prix à la sortie de l'usine, tout comme la concurrence féroce que se livrent les plus petites compagnies en réduisant les prix de vente en gros pour garder la tête hors de l'eau. Les exportations chinoises ont chuté d'1,8% pendant les 3 premiers trimestres de cette année, mais certaines régions du pays font mieux que d'autres. Reportage dans une entreprise de Guangzhou qui connaît une hausse continue de ses exportations. C'est une usine qui produit des machines fabriquant des bouteilles en plastique de type boisson. Ces machines sont vendues dans le monde entier. Créée en 2002, l'entreprise est devenue la plus importante de Chine et la deuxième plus grande dans le monde, avec des clients sur presque tous les continents. Les ventes ont atteint 15 millions de dollars américains cette année et les exportations de l'entreprise se sont accrues de 30%. Nous sommes une entreprise high-tech et c'est ça le cœur de notre compétitivité. Chaque année, nous réinvestissons 10% du produit de nos ventes dans la recherche et le développement afin de réduire l'écart qui existe entre nos machines et les produits les plus haut de gamme de la planète. Des entreprises comme celle-ci contribuent à la hausse des exportations dans la province du Guangdong. Pour l'entreprise, être high-tech, ce n'est pas vraiment suffisant. Le service après-vente est tout aussi important. Nous envoyons nos ingénieurs à l'étranger pour installer nos machines et pour apprendre à nos clients comment les utiliser ou les réparer. Les erreurs informatiques peuvent nous être transmises par la machine pour trouver des solutions en ligne. Il suffit de la brancher à Internet. L'entreprise prévoit une croissance d'au moins 20% l'an prochain et elle a déjà reçu des commandes en provenance d'Arabie Saoudite, de Turquie et d'Australie.
La Power Station of Art de Shanghai organise 3 expositions résultant d'une compétition. Son message est que les jeunes conservateurs peuvent avoir une large perspective internationale, mais doivent rester prudents pour ne pas se cantonner à un cercle d'artistes. Explication. Les juges du musée ont sélectionné 3 équipes victorieuses sur plus d'une centaine de propositions et de jeunes conservateurs ont transformé leurs propositions en de véritables expositions. Résultat, les visiteurs peuvent voir davantage d'installations artistiques dans lesquelles s'engager et moins de plateformes traditionnelles telles que les peintures et autres photographies. Quand nous choisissons les artistes, nous sélectionnons ceux qui ont fait de véritables choses dans la vie, comme le véhicule écrasé et le restaurant de pâtes dans notre exposition. Tout cela s'est vraiment produit, ce ne sont pas uniquement des œuvres abstraites d'artistes. Un conservateur déclare que dans le secteur de l'art à l'heure actuelle, les conservateurs doivent s'éloigner de leur zone de confort lorsqu'il s'agit de choisir les artistes. Je pense que les jeunes conservateurs doivent briser leur propre cercle, cette zone de confort, de certitude. Beaucoup d'entre eux choisissent fréquemment les travaux de leurs proches amis, artistes, et les expositions se ressemblent à chaque fois. Mon partenaire et moi-même avons atteint un accord selon lequel nous n'ajouterons pas trop de choses personnelles dans l'exposition. Nous ne sommes que des transporteurs d'artistes pour aider et faire venir de bonnes œuvres d'art dans un espace adapté. Je pense que les jeunes conservateurs aiment travailler dans leur réseau, mais les conservateurs plus âgés se concentrent davantage sur les bonnes œuvres d'art. C'est là la grande différence entre eux. Selon moi, c'est lié à l'âge et l'expérience. Le directeur du musée déclare que la jeune génération de conservateurs a pour la plupart reçu une éducation à l'étranger et qu'ils ont une vision internationale élargie. La chose cruciale que les conservateurs ont besoin d'améliorer est de comment exécuter de façon pratique et de transformer leurs idées en une véritable exposition. Il est facile d'imaginer une exposition dans une galerie, mais lorsqu'il s'agit d'un musée, vous devez utiliser de façon appropriée l'espace. Il est sûr que vous allez rencontrer de nombreuses difficultés. Nous estimons que cette opportunité que le musée offre fournira une aide pour le développement à l'avenir. Je pense que dans l'industrie de l'art en Chine, la réputation et la popularité d'un artiste sont encore les éléments clés lorsque les conservateurs vont choisir des œuvres. Donc j'espère que davantage d'opportunités comme celle-ci se présenteront, car l'art a lui-même besoin de fraîcheur. Le directeur du musée indique également que la Chine a besoin d'organiser davantage de compétitions pour les jeunes conservateurs et pas que pour les jeunes artistes. Je pense que de trop nombreuses compétitions pour jeunes artistes vont entraîner une commercialisation trop précoce. Ce n'est pas une bonne chose pour l'industrie de l'art, car les jeunes artistes ont un long chemin à parcourir. Que peuvent-ils faire d'autre si leurs travaux ont été commercialisés et utilisés trop tôt dans leur phase de développement? C'est pourquoi nous avons choisi d'organiser une compétition pour les conservateurs, pour aider cette jeune génération. L'exposition dure jusqu'au 18 mars à la Power Station of Art de Shanghai, entrée gratuite. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans 1h30 pour de nouvelles informations.